Bienvenue dans Politique sur France 24. Alors à chacun sa victoire. Sébastien Lecornu a pour l'instant sauvé sa tête et son gouvernement. Olivier Faure a fait plier Emmanuel Macron sur sa réforme mère, les retraites, totem du macronisme. Après un spectacle de 15 jours signant le délitement de la classe politique. Emmanuel Macron, malgré une cote de popularité au plus bas, échappe à la dissolution. Il avait le choix entre le reniement et le risque fatal de conduire le Rassemblement national à Matignon. Il a choisi le reniement. Quant aux socialistes, ils ont fait, selon Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, un pari risqué. Le gagneront-ils jusqu'au bout dans la discussion budgétaire ou seront-ils pris à leur propre piège, comme le disent certains? Réponse, bien sûr, dans les semaines qui viennent. Mais le gouvernement Lecornu 2 n'est pas sorti d'affaire. Il faudra faire avaler aux Républicains les taxes sur les grandes fortunes et les mesures d'économie à la gauche. On en parle avec nos invités. Catherine Tricot, bonsoir, directrice de la revue Regard. Valérie Lecable, éditorialiste au journal Point Info, merci d'être là. Christine. Carole Barjon, bonsoir, éditorialiste à la revue Politique et parlementaire. Et Pierre Conessa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien haut fonctionnaire, notamment à la Défense, et vous êtes auteur du livre, moi qui m'avais marqué il y a quelques années, Surtout ne rien décider, manuel de survie en milieu politique. C'est chez Robert Laffont. Et au printemps, vous publierez Petit traité de géopolitique pour les nuls, pour les vraiment nuls, et les décideurs politiques. Et c'est aux éditions de l'Aube. Alors, je vous pose la première question. On dirait que Sébastien Lecornu a survécu, a lu votre livre, puisqu'il a survécu, grâce quoi, à son doigté politique? Non, je crois que c'est un consensus, c'est-à-dire tout le monde avait très peur. Parce que n'oubliez pas quand même que quand il y a une crise politique qui ne peut se résoudre que par la dissolution, vous n'êtes pas tout à fait sûr d'être élu quand même. Donc on peut dire qu'il y en a certains qui ont fait jouer, qui se sont drapés dans leur dignité, puis il y en a beaucoup d'autres qui ont pensé qu'il valait mieux que le Lecornu 2 passe quand même. Je pense que c'est ça l'explication. Maintenant, il reste à savoir qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ou ne pas faire. Oui, ça c'est... Quand même, je ne connais pas un homme politique que j'aurais en face de moi qui m'expliquerait qu'on ne peut pas réformer les retraites. Pourtant, ils sont tous prêts à expliquer qu'on ne peut pas réformer, qu'il faut surtout ne pas toucher aux retraites. Donc c'est cette espèce d'indignité hypocrite de la classe politique que j'ai fréquentée pendant 40 ans. Alors, il y avait le macronisme qui penchait à droite. Désormais, il penche à gauche. Olivier Faure, le patron du PS, a évité la guillotine politique à Sébastien Lecornu, déclenchant un déchaînement de critiques et de cris d'orfraie de leurs anciens amis de LFI. Mais le premier secrétaire du Parti socialiste, lui, assume son compromis. On l'écoute. En acceptant d'entrer dans le débat, comme nous le faisons, nous allons au contraire permettre d'amender et de corriger très sensiblement une copie qui n'est évidemment pas la nôtre, mais nous allons permettre donc de grandes conquêtes dans les prochaines semaines. Alors voilà, selon un sondage Odoxa, 57% des militants et sympathisants ne voulaient pas d'une censure, ce qui donne raison en quelque sorte, Catherine, à Olivier Faure. Il annonce de grandes conquêtes, on va déjà voir s'il a celle-là. Parce que pour l'instant, je pense qu'il n'y a rien de moins sûr. Pour l'instant, oui, il n'y a rien de moins sûr que ça. C'est-à-dire qu'il a pour l'instant obtenu une promesse que ça serait inscrit dans le PLFSS, c'est-à-dire le projet de budget de la Sécurité sociale. Cela supposerait donc, pour que cela se passe, d'une part que les socialistes votent ce PLFSS avec cette promesse, c'est-à-dire qu'ils acceptent tout le reste. Tout le reste, c'est les 7 milliards d'économies, notamment sur les remboursements de médicaments, de visites chez le médecin, etc., etc. Donc, le budget de la Sécurité sociale. Puis ça supposerait ensuite qu'au Sénat, ce soit validé. Un Sénat qui est très à droite, qui a chahuté le Premier ministre hier parce qu'ils ne veulent pas de la remise en cause de cette réforme. Et d'ailleurs, Malhuret, qui est un des sénateurs, a dit « mais de toute façon, c'est très simple. L'Assemblée nationale votera une chose, nous, on votera autre chose, qui sera différent. On ira en commission paritaire et nous sommes majoritaires. » C'est-à-dire que pour l'instant, je ne vois pas comment ça passe. C'est-à-dire que pour l'instant, je ne suis pas certaine que le Parti socialiste ne se soit pas fait vendre, n'ait pas été séduit par un miroir aux alouettes. Oui, alors eux, ils disent qu'ils vont faire des amendements. Oui, mais ça ne change rien aux équilibres politiques entre le Sénat et l'Assemblée. Oui, c'est vrai, puisqu'il va y avoir une navette. Et on sait que le Sénat ne sera pas tout à fait d'accord. Ça va retourner en commission mixte paritaire, puis à l'Assemblée nationale. Oui. Alors, en 2 minutes, rapidement, il faut quand même se réjouir, je crois, quand même,
du fait qu'un compromis ait été trouvé et que la motion de censure, les deux motions de censure, n'aient pas été votées. Celle du Rassemblement national, seulement 144 voix, c'est extrêmement faible. Ça veut dire qu'à part 3 LR, personne d'autre en dehors du Rassemblement national et de Ciotti n'a voté. Et pour celle de la France insoumise, les règles de vote ont été suivies, puisqu'il y a 7 PS qui ont voté, mais donc 5 ultramarins, et seulement une LR. Donc, en gros, quand même, on est, après une semaine absolument cacophonique et complètement folle, un petit peu revenu dans un certain ordre. Alors, c'est vrai que tout ne fait que commencer, mais Olivier Faure n'a pas donné un chèque en blanc au gouvernement Lecornu. Il a dit, s'il n'y a pas de suspension des retraites, il n'y aura pas de gouvernement. Il y aura une censure. Ce qu'il donne, c'est sa chance au débat, en fait. Le Premier ministre s'est quand même engagé devant la France entière. Il y a eu un record d'audience au moment de son discours de politique générale à suspendre cette réforme des retraites. En dehors de ce que vous avez très bien dit jusqu'à maintenant, il y a aussi d'autres possibilités. Il y a la loi spéciale, il y a les ordonnances, il y a tout un tas de possibilités constitutionnelles, on en découvre tous les jours, qui permettent de faire passer quelque chose qu'on a envie de faire passer. C'est pas ce qu'il a annoncé. Pardon ? Ce n'est pas ce qu'il a annoncé. Ce n'est pas ce qu'il a annoncé. Pour l'instant, il a annoncé un amendement au PLFSS. C'est ça. Mais on verra. Il a d'autres armes à sa disposition si jamais ça ne tournait pas correctement. Il s'est engagé devant le pays à le faire. Il considère que ça vaut mieux que la division et que la division aurait coûté infiniment plus cher, que la division coûtait 12 à 13 milliards alors que la suspension n'en coûte que 2,2. Donc ça a été son choix. C'est un choix de compromis. Pourquoi ? Parce que vous avez raison, personne ne voulait de cette dissolution en dehors des extrêmes, du Rassemblement national et de la France insoumise. Donc, si vous voulez, à l'heure d'aujourd'hui, et avant l'avenir va peut-être pas être facile, mais pour l'instant, ça se passe plutôt correctement. Et il y a 8 jours, on vous aurait dit qu'on en serait là aujourd'hui. Vous auriez applaudi en disant « c'est pas possible, on va pas y arriver ». Oui, donc Carole, tout de même, Sébastien Lecornu a réussi à gagner, on va dire, cette première bataille. Il y en aura d'autres, bien évidemment. Mais celle-ci, est-ce qu'on peut parler de tour de force quand même, d'y être arrivé? Alors, il a basculé complètement, il a renié la réforme, le macronisme. Il a commencé par obtenir l'accord d'Emmanuel Macron pour effectivement abandonner le totem que Macron ne voulait absolument pas lâcher. Donc il a déjà obtenu ça de Macron, tout simplement en lui disant que de toute façon c'était la seule solution, sinon il ne pourrait rien faire, et que donc on retombait dans la situation hantée, c'est-à-dire celle de la semaine dernière où Sébastien Lecornu 1 avait expliqué que les conditions n'étaient pas réunies. Donc pour éviter, et on sait très bien ensuite ce que ça donnait probablement une dissolution, et le chef de l'État des appels à la démission peut-être ensuite derrière. Donc il a réussi à le convaincre de ça, donc c'est quand même déjà une victoire. Puis c'est aussi une victoire quand même pour Olivier Faure, qui est arrivé à arracher cette concession. Très bien. Là, on en est là. Maintenant, effectivement, ce que viennent de dire Catherine et Valérie, c'est vrai qu'on n'en est qu'au début, parce que ça peut aussi être un piège pour le Parti socialiste, dans la mesure où, si c'est un amendement au PLFSS, il y a d'autres mesures, puisque Lecornu et Roland Lescure, encore hier ou avant-hier, je ne sais plus, le ministre de l'économie macroniste, a bien précisé que de toute façon, il faudrait que le coût de la suspension de la réforme des retraites soit contrebalancé par des économies ailleurs. C'est ça qui va être difficile à faire accepter aux socialistes. C'est là où on entre. C'est là où ça se corse. Exactement, ça se corse, on entre dans le dur. Et c'est aussi pour cette raison-là que le Parti socialiste a un tout petit peu changé de pied sur ce qu'on appelle le véhicule législatif pour faire passer cette suspension. Au départ, ils étaient tout à fait d'accord pour un amendement, ou même ils l'ont même suggéré, je crois, au départ, un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale, le fameux PLFSS, ce qu'a proposé le Premier ministre à l'Assemblée hier. Et là,
on est en train quand même de parler peut-être plutôt d'une loi spéciale, ce qui garantirait mieux cette suspension. Alors, la réforme des retraites est donc suspendue et dans votre livre, Petit manuel de survie, vous expliquez que les Français brillent dans l'art de remettre aux successeurs les réformes. Et vous écrivez « L'art de la non-décision consiste à se préserver avec assurance, détermination et méthode de toucher à toute réforme inévitable pour la léguer aussi intacte que possible à son successeur. » Vous avez du métier. Oui, absolument, c'est vrai. Donc on refile la patate chaude de la réforme à chaque fois depuis des décennies je vous en aux fais successeurs. Une petite liste dans le bouquin, le statut de l'accord, qui est très drôle d'ailleurs. Les régimes spéciaux, etc. Bon. Donc, si vous voulez, on a des leitmotifs comme ça que tout étudiant de Sciences Po étudie une fois au moins dans sa vie pour expliquer que ça n'a rien changé. Donc, rappelez-vous quand même que la Constitution de la Ve République était faite pour fournir au gouvernement, dans les cas de blocage, des lois spéciales et que c'était justement pensé pour ça. Mais là, on est dans un tel contexte politique que si jamais il avait décidé effectivement d'appliquer le 49.3, s'il décide d'appliquer des mesures d'urgence, etc., que va faire l'opposition? On a une classe politique totalement irresponsable. Ils sont prêts à provoquer une nouvelle crise politique. Donc il y a un problème. Ce pays a un gros problème avec sa classe politique. Mais ma question était pourquoi, à chaque fois, parce que ce n'est pas nouveau, ce qu'on vit là, pourquoi chaque politique refile l'art justement de la non-décision au prochain? Ah, mais il ne refile pas la non-décision, il refile un dossier qui n'a pas eu le temps de traiter. C'est pas du tout pareil quand même. Regardez le statut de la Corse, ça fait 40 ans qu'on en parle, mais enfin ça n'empêche qu'il a bien effectivement à chacun. Dès qu'il y en a un qui veut s'y attaquer, si vous voulez, les autres vont expliquer que c'est une bonne idée, mais pas comme ça. Oui, mais c'est un art. Ah bah absolument. Mais il faut faire de la politique pendant plusieurs années pour y arriver. Moi, je l'ai observé comme ancien haut fonctionnaire, donc j'étais tranquille. Mais j'ai vu effectivement, par exemple, sur des crises après la disparition de l'URSS, des crises qui n'avaient plus d'enjeu stratégique, où le ministre ne s'intéressait pas à la crise. On venait là, il y avait des mesures à prendre, etc. Mais fondamentalement, ce qui l'intéressait, c'est si j'envoie du militaire, est-ce que je repasse ? Est-ce que je me suis réélu? Vous voyez ce que je veux dire? Le mode de fonctionnement était complètement différent. Et moi, je l'ai connu dans le ministère de la Défense, parce que là, il y avait un enjeu véritable, si vous voulez. Donc voilà, c'est un peu pour cette raison que j'ai essayé d'expliquer comment faire pour se... Vous dites en politique, le ridicule ne tue pas, la réforme est létale. C'est assez amusant ce que vous êtes en train de dire parce que Sébastien Lecornu, qui a été ministre de la Défense depuis le début, là, quasiment, il est passé l'art il a l'art de mettre les gens ensemble, hein, quand même. Au ministère de la Défense, c'est le cas aussi, entre l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air, la DGAC, le SGA, le machin, etc. Ils s'entendent pas trop, tous ces gens. Chacun tire un peu à dire dans son coin pour essayer d'avoir le maximum de pouvoir possible. Et là... il a mis ensemble... C'est assez étonnant quand même de voir qu'il n'y a qu'un seul LR. On n'en a pas beaucoup parlé. Ce qui se passe à LR, c'est vraiment... Parlons de ce que vous dites. Non, mais de ce qui se passe à LR, c'est quand même absolument étonnant. C'est-à-dire que malgré le départ de Bruno Retailleau du gouvernement, malgré le fait que Bruno Retailleau, patron des LR, n'appelle pas à la censure, mais c'était tout comme, en fait, il a été tellement agressif et contre le truc qu'on a bien compris qu'il n'était pas pour la censure. Et absolument, il y en a une qui a voté la censure, qui s'appelle Alexandra Martin. Elle a voté les deux, elle a voté les deux censures. Oui, exactement, parce qu'elle est proche de David Lisnard, qui était pour la censure, en fait. Voilà. Mais je trouve que sinon, il a quand même... réussi, vous vous souvenez, au moment du vote de défiance contre François Bayrou, ils étaient 13, je crois, LR à l'époque, à l'avoir voté, alors que Laurent Wauquiez avait dit de ne pas la voter. Il l'avait dit du bout des lèvres. Il a fini par donner pas de consigne de vote. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que là, il a quand même réussi à mettre tout le monde dans les rangs et on y va, quoi. Enfin, je trouve. Oui, enfin, il y a aussi la grande peur de la dissolution. Oui, tout à fait. Non, mais vous avez raison. Ouais. Donc là, on peut dire que Wauquiez peut-être a un peu précédé le souhait de ses troupes et qu'il a vu qu'ils avaient tous la trouille au ventre. Maintenant, il se déjuge totalement. Parce que c'était amusant d'ailleurs de regarder les déclarations qu'un certain nombre de médias ont ressorties, où il expliquait que c'était la mère de toutes les batailles, qu'il n'était pas question qu'il fallait garder cette réforme, etc. Donc il s'est déjugé. Et au fond, les LR, là, sont dans une situation assez catastrophique, c'est vrai, parce qu'il y a un président de groupe, Laurent Wauquiez, qui donc se dédie complètement.
par rapport aux déclarations précédentes et à la position d'ailleurs des Républicains de manière générale. Et Bruno Retailleau, qui a très mal joué cette séquence, qui a donné le sentiment de partir sur une question de personne et non pas sur le fond. Alors qu'il en aurait eu l'occasion, après la réponse que leur avait fait Sébastien Lecornu aux exigences qu'il présentait. Et c'est vrai que cette réponse, elle n'était absolument pas satisfaisante, il n'y avait rien. Et là, Bruno Retailleau pouvait plutôt se saisir de ce manque de précision qu'ils avaient exigé pour dire que le compte n'y était pas, plutôt que de partir sur Bruno Le Maire et une question de personne, en fait. Catherine. Moi, je crois qu'on est dans une situation qui est compliquée parce que s'entremêlent des circonstances, des enjeux personnels et des recompositions politiques qui sont beaucoup plus profondes. Et je dirais que la grenade dégoupillée lancée par Emmanuel Macron au mois de juin de l'année dernière continue de produire ses effets. Et en l'occurrence, je crois que les LR sont très profondément divisés sur l'attitude à tenir, pas simplement par rapport à la réforme des retraites, mais par rapport à la pression qui est faite et qui est maintenant une douce pression qui est menée par des groupes, des partis, des médias, etc. sur l'idée on va faire l'union des droites et que on sait bien quand même ce que Bruno Retailleau, de quel côté des LR, il se situe, et je crois que la division à l'intérieur des LR, elle va passer par là. Ça va pas être la question d'un. Oui, mais c'est pas une ligne de fracture entre Retailleau et Wauquiez. Non, mais tout à fait. Wauquiez, c'est lui qui avait mis Ciotti en place. Donc Ciotti, c'est quand même l'homme de Wauquiez. Moi, je pense que Wauquiez et Retailleau sont d'accord pour aller faire l'alliance avec les LR. Mais par contre, chez LR, tout le monde n'est pas d'accord. Avec RN, avec le RN. Dans les LR, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Moi, j'ai entendu Gosselin, par exemple, qui est un député, qui a dit si c'est ça, il y aura fracture à l'intérieur des LR. Et il y aura fracture. C'est pour ça que je dis que c'est là. Et on parle des LR, mais si on se met à regarder de l'autre côté, du côté de la gauche, je peux dire aussi que la grenade dégoupillée pour faire exploser la gauche, elle est bien lancée. Et comment vous voyez cette recomposition politique, Pierre Conessa, à l'aune de ce qui se passe aujourd'hui ? Moi, ce qui m'étonne dans vos analyses, enfin, je suis très admiratif parce que vous vivez la vie politique de près. Moi, je la vis de loin. Et je suis sûr que le corps électoral réagit comme moi, c'est-à-dire qu'ils n'y comprennent plus rien. Absolument. Ils n'y comprennent plus rien. Et donc, de toute façon, quelles que soient les alliances, quels que soient les changements de casquettes, quels que soient les trucs, ça donne une espèce de discrédit général sur la classe politique qui est extrêmement inquiétant. Alors, bon, moi, cela dit, j'ai une analyse personnelle parce que je connais beaucoup des gens qui, à la sortie de l'ENA, ont choisi la voie politique. Or, la France a une caractéristique. Pas vous. Enfin, oui. La France a une caractéristique, c'est que ces élites, si vous voulez, sont labellisées universitaires. C'est-à-dire, si vous avez fait classe prépa, Normal Sup, Sciences Po, ENA, Grand Corps, cabinet, vous avez des gens qui, à 25 ans ou 26 ans, vont être en charge de la gestion de la France. Ils n'ont jamais posé les pieds par terre, hein. Je veux dire, ils n'ont jamais traversé la planète, ils ne se sont pas cassés la tête sur des voyages en autostop, etc. Mais ils sont en charge, et le label est, vous êtes conseiller d'État, vous êtes Cour des comptes, etc. Mais ça veut dire qu'on a des élites qui, à la différence des États-Unis, si vous voulez, les élites, vous avez les élites de la côte Est et les élites de la côte Ouest. Ils ne peuvent pas être de la même formation, ils ne peuvent pas être toujours sur les mêmes bases. Nous, on a une homogénéité, si vous voulez, du processus décisionnel qui est extrêmement déroutant, parce qu'encore une fois, quand vous leur dites, c'est pas grave, on va vous faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire on va vous écrire des discours, on va vous préparer des mesures, on va vous préparer des rapports, etc., etc. Mais le contact avec la réalité est complètement perdu. Les rapports qui, pour la plupart du temps, finissent dans les tiroirs. Ah oui. C'est le principe de la pile. Combien il y a de cadavres Le principe de la pile, c'est-à-dire quand vous arrivez effectivement dans un nouveau ministère, il y a une pile, et puis vous mettez au-dessus celle que vous voulez faire croire que vous allez prendre en priorité, si vous voulez, mais si c'est le plus embêtant, la pile descend par le bas, pas par le haut. Il y a quand même une ou deux leçons fortes qu'on peut tirer de ce qui vient de se passer. La première, si vous voulez, c'est que certes, la gauche est fracturée, mais ça fait un petit moment qu'elle commence à être fracturée. Mais Olivier Faure, en obtenant le repli d'Emmanuel Macron sur cette histoire de retraite qui était son totem sur lequel il ne voulait pas lâcher, c'est-à-dire en gagnant ce rapport de force, etc., a quand même prouvé ce qui est l'essence même d'une gauche de gouvernement par rapport à une gauche d'opposition, c'est qu'en négociant, en mettant la pression, on peut obtenir des choses. Il est dans une démarche de dire... Il en fait la preuve pour l'instant.
on va obtenir des choses. On va obtenir des choses pour 3,5 millions de Français qui sont concernés par ce recul de l'âge. Alors qu'en restant dans l'opposition extrême et en disant toujours non à tout, on n'obtient pas grand-chose. On attend. Alors j'ai entendu notre chère Mathilde Panot dire qu'elle allait déposer une destitution du président de la République, mais qui n'aboutira pas. Et l'autre chose quand même dont il faut tirer la leçon, c'est que ça fait quand même des mois et des mois qu'on nous parle de la star Retailleau, de cette réussite fulgurante et météorique, etc., etc. Il est redescendu encore plus vite qu'il était monté. C'est la bulle médiatique, la fameuse bulle. C'est-à-dire qu'il s'est complètement scratché, en fait, en rien de temps, simplement parce qu'il a voulu jouer le vice-premier ministre et qu'il a complètement perdu le contrôle de la situation, en fait. Et ça, ce sont des choses qu'il a été naïf. Ou qu'il a été naïf. Et Laurent Wauquiez, il est trop content parce que de toute façon, son seul objectif, c'était que Retailleau ne soit plus au gouvernement. Donc, sur ce que vous avez dit sur le Parti socialiste et sa décision de faire ce pari, Catherine disait non de la tête, mais on va écouter Mathilde Panot de la France Insoumise qui crie ce soir, bien évidemment, à sociotraite, à la trahison, et elle appelle à la résistance. On l'écoute. Et à la destitution. Je le dis là aussi solennellement aux militants et aux électeurs du Parti socialiste qui, depuis plusieurs jours, ont dit leur dégoût de voir la direction du Parti socialiste rompre avec le programme du nouveau Front populaire sur lequel ils ont été élus. Rompez les rangs. Ne laissez pas la direction du Parti socialiste vous entraîner dans une alliance avec la Macronie. Il existe un pôle de résistance dans ce pays, celui que nous incarnons à cette heure. Voilà, donc la France Insoumise, de toute façon, ce que disait Valérie, c'est non à tout. Et finalement, leur argument et leur essence, on va dire, profonde, c'est de résister, quoi qu'il arrive, toujours et encore. Rassurez-vous. Je veux dire, le problème, c'est que nous sommes dans une crise politique. Monsieur disait tout à l'heure 2 choses que je retiens. C'est 1, les gens n'y comprennent rien. 2, la classe politique se recrute sur elle-même. Dans un monde dans lequel Olivier Faure connaît très bien Emmanuel Macron, avec qui il a joué au bridge tous les samedis soirs, etc. Qu'est-ce que c'est ? Si, je vais dire. D'où ça sort. Faure et Emmanuel Macron étaient quand même copains au moment du gouvernement de François Hollande, oui ou non ? Oui, donc on le sait. Mais enfin, évidemment. Alors, rappelons que Emmanuel Macron était conseiller du président Hollande quand Olivier. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont copains. Non, si, c'est pour ça qu'ils sont copains, qu'ils se connaissent très bien. Et surtout, ce que je veux dire par là, je ne dis pas qu'ils sont d'accord. Surtout, c'est qu'ils sont dans un même univers. Et que pour ce que je dis, ce qui est en train de se passer, on a le droit de dire la France Insoumise, elle ne veut rien et le Rassemblement National veut tout détruire. Ça ne convainc que les convaincus. Et que si vous pensez qu'on va continuer à reconstituer, que si l'avenir de la France est de reconstituer le cercle de la raison qui avait été vanté par Clément Beaune avec le succès que l'on sait, on n'ira nulle part. La confusion politique, et ça je crois que ce qui est en train de se passer, ce n'est pas une victoire, ce que vient d'arracher François Hollande, Olivier Faure, ce ne le mettez pas encore président de la République. Non, mais je ne mets rien, je veux dire, ils se sont rabibochés assurément. Ce que vient de faire Olivier Faure constitue un trouble très profond à l'intérieur de la gauche, c'est-à-dire que le seul pôle de stabilité, c'est maintenant le Rassemblement National. C'est-à-dire que la gauche n'apparaît plus comme ayant une force politique unie capable de proposer une alternative, capable de proposer une alternative à la Macronie. Donc il n'y a plus que le Rassemblement National, alors que l'urgence absolue, et d'ailleurs c'est pour ça que les socialistes n'ont pas voulu de la censure, c'est parce qu'ils disent que s'il y a la censure, il y aura le Rassemblement National. Donc l'urgence, absolument. Donc l'urgence, c'est de proposer une alternative au Rassemblement National. Donc une alternative au Rassemblement National, c'est une force politique. Donc vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que dit Valérie ? Absolument pas. Non, mais je voudrais rajouter. Donc vous êtes du côté des LFI. Enfin, vous pensez que LFI a raison. Non, je ne suis pas LFI. Non, pourtant, elle n'est pas LFI. Elle n'est pas LFI. Non, mais vous ne connaissez pas madame. Mais pourtant, voilà. Non, mais je ne suis pas LFI, je suis de la gauche, mais je ne suis pas LFI. Ici, certains ont la mémoire pour savoir qu'il n'en est rien. Ce n'est pas le cas. Donc, non, mais vous avez le droit de remisez votre jugement a priori. Pas de bataille de sac à main, là. Non, pas de bataille de sac à main. Remisez votre jugement. Ce que je vous dis, c'est que ce qui vient de se passer fracture la gauche, crée de la confusion et nous affaiblit toute la gauche. Toute la gauche est affaiblie et conforte le Rassemblement National. C'est le contraire de ce que vous voulez. C'est le contraire de ce que voulait faire Olivier Faure. J'aurais juste dire une phrase.
C'est quand, à sa rentrée politique, fin août, LFI dit on déteste le PS, on déteste le PS, on déteste le PS, que c'est le mot d'ordre de leur rentrée politique, que dans la moindre manifestation, ils mettent dehors les gens du Parti socialiste, etc. Mais comment vous voulez qu'on débouche sur pardon, que ce qu'on a vécu là... Tout ça ne date pas d'hier matin. Non. Les deux gauches irréconciliables non, elles ne le sont pas. Je ne suis pas d'accord avec ce slogan. Je voudrais juste finir. Carole, et puis après, Pierre Connaissant. Et en plus, on sait parfaitement que depuis toujours, Jean-Luc Mélenchon et ses amis, à leurs yeux, les sociodémocrates sont des sociotraîtres. Donc tout ça est vraiment ancré dans leur ADN, quoi. C'est pas nouveau. On s'en fout, il faut que la gauche gagne. Non, peut-être, mais il faut d'abord qu'ils s'entendent. Oui, mais on s'en fout de ces salades. C'est mal parti. Dans l'intervention de Mathilde Panot, il y a deux choses qui sont caractéristiques de la vie politique française. D'abord, les extrêmes vivent sur le mythe de la Révolution. 89, 1830, 1848, etc. Bon. Le grand soir. Le grand soir, c'est-à-dire l'idée qu'il ne peut y avoir que rupture. Et le deuxième thème, c'est le thème de la résistance. Oui. Vous savez bien qu'enfin, la France n'est pas caractérisée par sa résistance pendant la guerre, mais ça ne fait rien. L'idée de la résistance, c'est contre un régime qui ne peut être que dictatorial, fort, excessif, etc. Or, on retrouve cette thématique partout. La résistance pour des parlementaires, c'est de faire vivre la vie parlementaire. C'est pas de se poser tout à coup comme s'il fallait absolument faire tout exploser. Donc ça, je trouve que c'est très étonnant parce que nous, on a encore deux extrêmes. On a effectivement le Rassemblement national et la France insoumise, et on a au milieu une espèce de magma qui n'arrive plus à se retrouver par rapport à ça, qui ne peut faire que des alliances avec Ils sont pris entre les mâchoires des deux extrêmes. Avec les deux extrêmes. Et donc, s'ils n'arrivent pas à faire une alliance au centre, il va falloir qu'ils s'allient avec l'un ou avec l'autre, ou en tout cas qu'ils laissent la porte ouverte. Et c'est des fortes chances que ce soit le Front National, le Rassemblement national, plutôt que la LFI qui l'emporte. Hein. Alors, l'alliance au centre, c'est ce que voulait Macron. Je veux dire, c'était quand même le projet de Macron en même temps. C'était... Et d'ailleurs... on a beaucoup dit à l'époque, quand Emmanuel Macron a été élu en 2017, qu'au fond, avec son en même temps, il réalisait le vieux rêve de François Bayrou, qui est centriste, comme chacun le sait. Et c'est ça qui vole en éclats. Alors, moi, je suis... Sincèrement, il y a d'autres possibilités que le centrisme. Je veux dire, la France a été depuis des années de droite et de gauche. Enfin, je veux dire, la droite... c'était le rêve de VG. Je suis d'accord avec Catherine Tricot pour dire qu'il y a la droite et puis il y a la gauche, que c'est pas la même chose. Oui, simplement, la seule chose qui s'était inversée depuis l'élection présidentielle de 2022 et dans la continuité de la fin du quinquennat Hollande, c'est qu'au lieu que ce soit les sociodémocrates... En 2017 alors. Ça s'est fait en plusieurs étapes. Ça s'est fait en 2017 et ça s'est amplifié en 2022 avec le résultat de Mélenchon des 22% à l'élection présidentielle. Et là, on a assisté à quoi ? On a assisté à une domination extrêmement forte de la gauche par Jean-Luc Mélenchon et par les Insoumis. Et c'était ça enfin, j'allais dire l'erreur, c'est pas l'erreur, mais ce qui était surprenant dans l'histoire de la gauche. Dans l'histoire de la gauche, ça se passe pas comme ça. Ce sont les sociaux. Non, mais ça dépend si on veut prendre. Non, mais ça dépend des époques. Il y a eu des époques entre. Ça dépend. Ça dépend des époques. Les époques où le Parti communiste était plus fort que le Parti socialiste. Ça a été de 1945 jusqu'à 1975. Ça a duré 30 ans. Donc, c'est-à-dire ça dépend. C'est François Mitterrand qui a pris le pouvoir. J'entends bien, mais ce que je veux dire, c'est que non, mais si on parle de l'histoire de la gauche, c'est vrai que la gauche, elle est bipolaire. Mais des fois, le Parti communiste a été plus fort. Elle a deux pôles, elle n'est pas bipolaire. Oui, elle a deux pôles, si vous voulez. Mais ce que vous n'avez pas passé dans ce qu'a dit Mathilde Panot tout à l'heure, c'est qu'elle demande la destitution de Macron. Absolument. Non, mais on n'a pas changé. Elle avait déjà demandé. Ligne, en fait. Elle continue. C'est révolutionnaire. On va chercher à l'Élysée, on va le sortir, etc. Ben voilà. Il y a au bout d'une pique. Il y a ceux qui veulent être copains avec personne, donc la France insoumise, et il y a ceux qui dénoncent, donc un Rassemblement national qui, eux, voulaient à tout prix la dissolution, qui, eux, parlent carrément de noces rouges. On écoute Jean-Philippe Tanguy. Hélas, pour le plus grand malheur des Françaises et des Français, ils ont assisté aux noces rouges entre tous les membres du parti unique, l'UMPS, que Marine Le Pen avait prophétisé il y a tant d'années. On savait que cela existait, on savait que les Français en payaient chèrement les conséquences, et maintenant, c'est officiel. Comme l'a dit Marine Le Pen, M. Wauquiez, toute honte bue, a choisi de se dissoudre dans le socialisme. Et les socialistes ont choisi une fois encore de trahir les travailleurs français.
c'est une journée bien triste pour notre pays. Carole. Les noces rouges, je trouve ça un peu étonnant, honnêtement, parce que le Parti socialiste, en général, la couleur du PS, c'était plutôt le rose. Et quant à Emmanuel Macron, on ne sait pas très bien, c'était le bleu mélangé à un peu de rose, puisqu'il vient quand même de l'univers socialiste, Emmanuel Macron. Mais là, il reprend le vieux slogan UMPS. Il a un peu oublié. Non, mais je crois que ses électeurs sont à l'origine aujourd'hui. À l'origine, Emmanuel... il a été secrétaire général adjoint de l'Élysée de François Hollande. Il a été ministre, de François Hollande. Donc, en même temps, a toujours été assez... Il avait un bon ami, Jean-Pierre Jouillet, qui s'est forcé d'oublier rapidement. Non, mais quand même, un mot sur le... D'accord. Mais c'est pour ça que je trouve que la remarque de Jean-Philippe Tanguy n'est pas juste. C'est pas des noces rouges du tout. Les noces rouges, ce serait l'alliance totale et absolue entre la France insoumise, le Parti communiste et le Parti socialiste. Enfin, en fait, le nouveau Front populaire qu'on a vu au moment de la dissolution pour faire barrage au Rassemblement national. Mais là, je trouve ça pas juste du tout. Le Rassemblement national, aujourd'hui, le Front républicain, c'est terminé. Je veux dire, on l'a déjà enterré 1000 fois. Mais là, pour le coup, aujourd'hui, le Rassemblement, on a vu ce que disait Valérie tout à l'heure. On commence à avoir un rapprochement quand même entre certains LR et le Rassemblement national. Est-ce que c'est comme ce qui s'est passé en Italie du temps du MSI, est-ce que la droite extrême peut se fondre à un moment avec la droite républicaine? Écoutez, est-ce que c'est un scénario c'est un scénario envisageable? qui est largement envisageable. Enfin, il y a une poussée à droite qui est vraie dans beaucoup des pays démocratiques pour des différentes raisons, l'immigration, la crise économique, les difficultés politiques, enfin bref, peu importe. Et effectivement, jusqu'à maintenant, les pays dans lesquels cette droite, c'est assez trumpiste d'ailleurs dans ses démarches, est au pouvoir, on attend le résultat. Donc on ne peut pas se positionner uniquement par rapport à nos critères à nous, en nous disant il y a un champ politique qui est structuré comme ça, et donc c'est par rapport à ça qu'il faut juger. Si on a effectivement demain des gens qui s'alignent sur des positions proches du Front National, mais en gardant l'étiquette républicain, qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a aussi des thèmes, si vous voulez, qui vont se populariser. Encore une fois, cette caractérisation aux extrêmes de la vie politique française est très préoccupante, parce que ça veut dire qu'il y a encore des gens qui croient qu'il y a des miracles possibles si tout à coup il y a une rupture. Cette rupture, elle peut être révolutionnaire, elle peut être parlementaire, elle peut être politique. Mais encore une fois, dans les autres pays, ils arrivent bien à s'entendre. Et le bipartisme a survécu. Pourquoi est-ce que chez nous, il a explosé ? Question, comment l'expliquer ? Je ne sais pas, c'est une lecture que vous faites. Moi, je ne trouve pas que dans les autres pays européens, ça aille très très bien. Si vous regardez en Angleterre, pour l'instant, ce qui est en train de se passer, c'est quand même une poussée extraordinaire de l'extrême droite. En Italie, c'est l'extrême droite qui est au pouvoir. Mais l'extrême droite qui s'est un peu recentrée. Non, ça c'est une fable. Ça c'est une fable qu'on veut bien raconter. Mais non. Vous regardez à côté d'eux avec qui blague Madame Meloni quand elle est dans les rencontres internationales. Il faut regarder ce qui se passe en Italie. En Italie, c'est une pratique d'extrême droite du pouvoir et qui est en phase avec Donald Trump, quand bien même elle est en Europe, dans d'autres traditions, dans d'autres histoires. C'est l'extrême droite qui est au pouvoir. Moi, je regrette profondément qu'on banalise l'accession au pouvoir du MSI et de cette dame qui nous dit qu'elle est une donna, qui est christiana, etc. Non, c'est une femme d'extrême droite qui prend le contrôle sur les médias, qui prend le contrôle sur la culture, sur l'histoire de l'Italie, etc. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas que l'Italie. Non, il n'y a pas que l'Italie. Regardez l'AfD en Allemagne, partout. Regardez dans les Pays-Bas, c'est l'extrême droite qui est en force. Partout, l'extrême droite est en force. L'extrême droite, elle est en force. Moi, je pense. La question, c'est pourquoi ? Eh bien oui, il y a quelque chose. Tout à fait. Pourquoi ? Et moi, je pense que nous crevons d'une dilution du débat politique. Vous dites c'est la rupture. Moi, je pense que à force de rassembler tous les tout mous, tous les savants au milieu qui ont la même vie, les mêmes écoles, je pense que nous ne savons plus nous habiller. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé aujourd'hui à l'Assemblée nationale qui n'a pas été assez relevé, je trouve. C'est que la motion de censure déposée par le Rassemblement national n'a recueilli que, entre guillemets, 144 voix. C'est-à-dire 130 voix de moins
à peu près, que la motion de censure qu'a déposée la France insoumise. Et je trouve que c'est lourd d'enseignement, en fait. Parce qu'ils n'arrêtent pas de nous dire on va dissoudre, on va être les premiers, on va gagner. Et puis, de toute façon, vous inquiétez pas, il y en a qui vont venir nous rejoindre et on aura la majorité absolue, etc. Ce dont tout le monde a peur. Ils ont moins de renforts à droite qu'à gauche. À droite, il y a 3 LR qui ont voté. Oui. Donc, il y a le Rassemblement national, Ciotti, et 3 LR qui ont voté la motion de censure du Rassemblement national. Point final. Alors que la motion de censure de LFI, elle a été votée par la gauche, sauf le Parti socialiste. Les communistes, les écolos. Les communistes, les écolos, etc. Plus 7 socialistes, quand même, plus une LR. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on n'arrête pas de dire... et eux, ils disent toujours qu'ils sont aux portes du pouvoir, qu'ils sont totalement légitimes. Donc là, là, vous diriez comme Catherine, c'est une fable. Je trouve que ces 144 voix sont extrêmement faibles. Elles sont extrêmement faibles, ces 144 voix. Comment est-ce qu'on peut prétendre? Parce que les députés, c'est les électeurs qui ont voté pour eux. Donc, en fait, ils représentent les Français, ces députés-là. Et ces députés-là, eh bien, il n'y en a que 144 qui ont voté. On devrait passer des repas ensemble parce que vous me rassurez, là. Si vous pensez que, c'est vrai. Si vous pensez que le RN n'est pas en progression et en ascension, vous êtes rassurant. Je pense qu'il reste une vraie... En France, c'est pas le cas partout, mais qu'il reste quelque chose qui fait qu'il ne passe pas quand même. Voilà, c'est tout. Un plafond de verre. Les gens votent pas pour eux. Je me suis peut-être mal exprimé. Moi, je ne sais pas que j'approuve le fait qu'il y a une poussée de l'extrême droite dans un certain nombre de pays démocratiques et que le bipartisme souffre. C'est le fait que c'est un fait. Il faut le constater. Donc, on peut toujours le dénoncer. La question, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait pour le gérer aussi, parce que s'il arrive au pouvoir, il y a une manière de se comporter. Et pas seulement se lancer dans la diatribe et la dénonciation. La dénonciation, ça ne sert pas à grand-chose. Alors peut-être pour finir, Carole, que va-t-il se passer à partir je crois que c'est le 20 octobre ça va passer... Non mais, ou alors qui veut répondre exactement un peu, qu'on comprenne un peu où on arrive, c'est-à-dire que l'étude du budget va commencer. En fait, ce sont le projet de budget va être examiné en commission. Pendant 4 ou 5 jours, enfin pendant la semaine, et après quoi ça vient dans l'hémicycle, la discussion démarra dans l'hémicycle la semaine. Oui, mais ce qui va faire douleur, par exemple, pour les socialistes. Pardon ? Ce qui va faire douleur pour les socialistes. Ah, mais attendez. Ça va être les mesures d'économie. Parce que dans ce PLFSS, c'est explosif pour les socialistes. Enfin, je veux dire. Il y a 7 milliards d'économies dans le PLFSS. Non, mais d'accord. Mais parlons de mesures concrètes. Il y a le doublement des franchises médicales. Donc, est-ce que ça, ils vont l'avaler ? La hausse du coût des soins. Il y a aussi le gel des retraites, des allocations, et puis l'abattement, le gel les des 10% de frais professionnels qui sautent. Exactement. Donc, et on va fiscaliser le ticket restaurant, on va fiscaliser les emplois des étudiants quand ils font des jobs pour payer leurs études. Voilà. Enfin, je veux dire, c'est ceux qui vont passer à la caisse. Pardon, mais là, les socialistes vont pas être d'accord là-dessus. Je pense pas. Moi, je pense que c'est une folie. Mais c'est pour ça. C'est pour ça que je pense que les socialistes se sont mis dans une situation dont je ne vois pas comment ils se sentent. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'à partir du moment, plutôt que de prendre le package, si j'ose dire, de la suspension de la réforme des retraites, qui va de pair avec un certain nombre de mesures extrêmement douloureuses, y compris pour les plus modestes, enfin, et même parfois, surtout pour les plus modestes, les socialistes, c'est pour ça qu'ils commencent à parler d'une loi spéciale. Et on va leur donner... La fameuse loi spéciale. Parce que tu penses que le Cornu va trouver que c'est une bonne idée. Tiens, je te donne la suspension. J'en sais rien, je ne préjuge pas. Non, ce que je veux dire, c'est que le Cornu leur a mis le PLFSS, leur a dit je vais faire un amendement au PLFSS pour les forcer à avaler le PLFSS. Il ne va pas aujourd'hui leur dire finalement, tiens, t'es sympa, je te donne... Oui, enfin, il est quand même toujours sous la menace d'une censure. Hein. Il est toujours sur la menace d'une censure, mais il n'obtiendra pas... De toute façon, le Sénat ne votera pas ça. Merci. À venir au printemps, petit traité de géopolitique pour les vraiment nuls et les décideurs politiques. Petit teasing en 2 secondes. On va rigoler. C'est très simple. C'est simplement que quand on ne s'intéresse pas aux questions géopolitiques, on n'est pas obligé de connaître les 164 pays de l'ONU, plus les 2 États qui y siègent à titre...
etc., comme le Vatican et l'autorité palestinienne. Mais par contre, que les hommes politiques, justement, je reviens sur le mécanisme de la décision politique qui fait, pour avoir assisté à des réunions avec des ministres, où la crise ne les intéresse moins que la façon dont ils seront jugés en fonction de la mesure qu'ils prennent. Ouais. Donc, regardez, depuis... le choc a été la guerre du Golfe. La guerre du Golfe, tout à coup, on a gagné contre la 4e armée du monde en 120 heures. Il y a eu une espèce d'ivresse guerrière qui s'est emparée des Occidentaux, qui a pensé qu'en envoyant du militaire, on ferait peur à tout le monde. On a envoyé des soldats anglais, des soldats français à Sarajevo, on pensait que ça allait arrêter. On a perdu 23 types à cause des snipers. Donc vous vous rendez compte que le décalage, si vous voulez, entre l'analyse de la crise, la mesure qu'on va prendre et penser que du militaire, c'est toujours obéissant, donc ils y partiront, c'est quand même grave. Et quand après le 11 septembre, alors là, George Bush décide l'Afghanistan, l'Irak et la Syrie, vous vous rendez compte qu'il y a quelques allumettes sur la planète qu'il faudrait arrêter, quoi. Trump étant probablement la nouvelle génération. Bah, ce serait un autre débat. Merci à tous. Donc surtout ne rien décider, manuel de survie en milieu politique avec exercice pratique corrigé. Donc cette édition Robert Laffont, merci. On vous lit dans le journal.info, Regard et la revue civique et parlementaire, politique et parlementaire. Merci à tous et merci à Flore Simon pour cette émission et ce passionnant débat. À très vite.